Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle semaine de vlog lecture. En espérant que celui-ci soit un peu moins décousu, un peu moins brouillon que le précédent, je m'en excuse encore. Nous sommes encore en vacances cette semaine d'ailleurs et je vous avais dit qu'elle serait plutôt calme. C'est faux, parce qu'on part en fait dès demain pour quelques jours. Je sais pas si je pourrais encore vous prendre cette semaine, je pense et je l'espère, mais on se rattrapera de toute façon la semaine prochaine. D'ailleurs, tellement que le vlog était décousu, j'ai totalement oublié de vous parler d'un livre que j'avais quand même terminé et je m'en suis rendu compte au montage, mais il était trop tard. J'ai terminé tant que le café est encore chaud. Je ne prononcerai pas le nom de l'auteur, je ne me ferai pas cette violence-là. Je l'avais commencé du coup il y a 15 jours. Et je vous en avais un petit peu parlé en vous disant que c'était 4 ou 5 histoires à l'intérieur. Et honnêtement, j'ai bien aimé cette lecture. C'est vraiment, elle est d'une douceur incroyable. Les histoires sont quand même tristes. Certaines histoires, en tout cas plus que d'autres, sont tristes. Mais il y a toujours, vous savez, une belle morale à la fin, une note d'espoir, de bienveillance. On finit vraiment sa lecture quand même avec le sourire, alors qu'au début ça part mal. Alors je vous dis pas que c'est un livre sur lequel on va pleurer, en tout cas personnellement je n'ai pas pleuré. Mais voilà, il y a certaines histoires quand même qui pincent le cœur. Pour petit rappel, dans ce café, on a la chance de pouvoir repartir dans le passé, l'histoire de quelques minutes, parce qu'il y a certaines règles à respecter. La principale, on va dire, des règles, c'est qu'une fois que vous êtes dans le passé, vous avez le temps d'un café chaud en fait pour pouvoir y rester. Il faut boire votre tasse entière avant que le café ne refroidisse. Sinon vous êtes bloqué en fait dans le passé, tout simplement. Et il y a tout plein d'autres règles qui s'articulent autour de cette légende en fait urbaine, de pouvoir repartir dans le passé. J'ai trouvé les personnages plutôt attachants et je lirai avec plaisir le tome 2. Alors je sais pas vraiment si c'est un tome, mais il y a quand même une suite, c'est le café du temps retrouvé. Je ne sais pas si on retrouvera les mêmes personnages, je sais pas, on verra bien, ça me fera la surprise. Mais j'essaierai de me le procurer parce que vraiment c'est une très bonne lecture. Et en plus, comme je vous l'avais dit, vu que ce sont 4 histoires, et bien qu'on retrouve quand même les mêmes personnages, vous pouvez lire une histoire par soir, par semaine, peu importe, ou le dévorer. Et pour vous dire à quel point le vlog était vraiment décousu les 15 derniers jours, j'ai oublié de vous dire que je suis passée à la FNAC pour me procurer le tome 3 Destruction de Wayward Pines, écrit par Blake Croft, publié aux éditions Totem parce que j'ai lu donc le tome 2 tout récemment. C'est la fin de la saga avec ce tome et je ne veux pas la faire traîner parce que c'est encore frais dans ma mémoire. Et honnêtement, j'ai trop de sagas qui traînent, qui sont en suspens, en stand-by. Ça m'énerve, donc celle-ci, obligée, je le lis courant août ou septembre, mais d'ici la fin de l'année, c'est sûr et certain qu'elle sera terminée. Pas la peine que je vous lise le résumé, c'est un tome 3, je vous avais déjà parlé un petit peu du tome 2, enfin surtout du tome 1 finalement, parce que je peux pas vous en dire plus. Et j'ai pas forcément envie là de lire le résumé, j'ai envie de me laisser la surprise de ce dernier tome. J'espère qu'il sera à la hauteur du deuxième, mais je crois qu'on m'a dit sur Instagram que oui, c'était le cas. Donc écoutez, à voir. Et concernant ma lecture actuelle, je découvre enfin une auteure. Je crois que tout le monde connaît, en tout cas dans le milieu du polar thriller, je pense que énormément de personnes la connaissent. Je n'avais toujours pas lu de livre d'elle alors que j'en ai quand même 3 dans ma pile à lire. Et on va dire que c'est son dernier livre là qu'elle a sorti, je crois, cette année, qui m'a vraiment motivée. Je me suis prise par la main et je me suis dit ok, sors au moins un livre de ta palle pour découvrir sa plume. Il s'agit de Karine Guébel. Et donc je lis Chambre Noire, publié aux éditions Pocket. Je suis quasiment, je pense, à la moitié, oui, je suis bien à la moitié du livre. Alors, c'est peut-être un livre un petit peu différent des autres qu'elle a écrit, parce qu'en fait, ici, il s'agit d'un recueil d'histoires, de nouvelles, en fait. Il y en a 5 ou 6, bah non, il y en a 8. Je suis à la 4e histoire, donc à peu près à la moitié du livre. Et pour le coup, j'aime bien. C'est pareil, c'est un livre qu'on peut laisser au bord de sa table de nuit pour lire une histoire de temps en temps avant d'aller se coucher. Je vous le déconseille quand même parce que c'est très noir. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que les histoires n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Et ça, c'est plutôt cool. Et si je vous le déconseille de le lire juste avant de dormir, c'est parce que là, vraiment, on va être plongé dans tout ce qu'il y a de plus obscur de la nature humaine. Ce sont des histoires qui sont très sombres,
pas forcément sanglante ou gore, attention, mais on est dans ce qu'il y a de plus horrible. Certaines histoires sont d'ailleurs assez bouleversantes et tellement proches de la réalité finalement. Elle décrit très très bien la nature humaine et malheureusement pas du bon côté. Pour vous prendre l'exemple d'une histoire, à un moment donné, je crois que c'est la deuxième, qui s'appelle, je sais plus comment, L'armée des ombres. On va suivre Mathilde, une mère de 39 ans, mère célibataire qui a une petite fille, Chloé. Elle est obligée de cumuler les emplois pour pouvoir survivre. Elle ne vit même pas, en fait, elle survit clairement. Elle est donc femme de ménage dans une société, elle a très peu d'heures, elle ne peut pas se permettre en fait d'avoir un logement, de payer un loyer. Donc elle va cumuler sur la journée plusieurs emplois, ménage, cantine, aide à la personne âgée. Et elle dort en fait toutes les nuits dans sa voiture, elle laisse sa fille chez sa sœur pour qu'elle ait quand même un certain confort. Et autant vous dire qu'elle dort très peu, elle, dans sa voiture parce qu'il fait froid, ça se passe à Lyon. Et que forcément ça procure du stress parce qu'on est en insécurité totale en fait dans la rue. Elle va en tout cas tout faire pour essayer de se sortir de là, pour sortir aussi sa fille de là parce qu'elle ne mérite absolument pas ça. Et en fait elle va tomber très très bas parce qu'elle va s'occuper 2 heures par jour de monsieur à la retraite qui est veuf. Et en fait, quand il lui donne ses listes de courses, il lui donne également un chèque à blanc mais signé qu'elle va remplir en fait à la supérette au moment de passer à la caisse. Et ça fait quelques jours qu'en fait Mathilde fait des provisions sur le dos de son client. Voilà, elle se permet de prendre des petits ravitaillements pour sa fille et elle en fait elle le fait passer en douce sur le chèque quoi. Et elle s'en veut énormément mais en fait elle nous dit qu'elle n'a pas vraiment le choix quoi de faire ça pour au moins survivre et faire plaisir à sa fille. Et comme si tout ça ne suffisait pas, son patron va en rajouter une couche parce que c'est un prédateur, c'est un manipulateur, un menteur. Et donc voilà, il va y avoir plusieurs problèmes là aussi au niveau du travail et de ses collègues de travail. C'était pour vous donner voilà, un petit aperçu des histoires. Il y en a des plus horribles, après ça dépend, ce qui nous touche ou ce qui nous touche moins. Mais en tout cas, chaque histoire, je trouve, a son lot vraiment de noirceur et de... J'arrive même pas à qualifier ces histoires tellement qu'elles sont noires en fait et pas désespérantes, mais ça met en lumière en fait toute la pauvreté et le malheur et la méchanceté humaine et nous montrer en fait que l'humain, enfin l'homme en tout cas, n'a finalement pas de limite et qu'il est capable vraiment du pire. Vous allez me dire qu'il y a mieux comme ouverture de vlog, hein. C'est pas très joyeux, c'est pas très estival, je vous l'accorde. En attendant, c'est ma lecture en cours. J'aime bien, franchement, pour le moment, j'aime bien ces histoires. Du coup, ça se lit très vite et on a l'impression en fait de lire plusieurs livres presque d'affilée. J'aime beaucoup la plume également et sa façon de nous transmettre en fait les émotions et parfois en fait de nous faire ressentir la réalité. J'ai d'autres livres dans ma palle, je vous ai dit, j'ai son dernier, je l'ai juste là, c'est Glen Afrique. Et j'en ai un autre, mais je me rappelle plus. Et je crois que d'ailleurs c'est un livre avec 2 histoires à l'intérieur, il me semble. J'essaierai de le retrouver là dans ma palle et je vous le dirai la prochaine fois. Mais pour le moment, je vais continuer cette lecture. Je pense bientôt la terminer. Là, je vais un petit peu lire avant de manger. Il faut qu'on prépare nos affaires parce que on repart demain. Il faut que j'étende et je fasse partir quelques machines aussi. Et puis voilà. Je sais que je ne le terminerai pas ce soir, mais très prochainement, ça c'est sûr. Et sinon, écoutez, pas plus, je vous reprendrai dès que j'aurai des choses à vous dire. Nous sommes samedi en fin d'après-midi, on est rentré il y a environ 1 heure et demie de notre dernier séjour des vacances avec un petit peu de monde sur la route, mais ça a été. Lundi c'est la reprise, donc autant vous dire qu'on a énormément profité, c'était très très chouette. Et bien sûr je vous avais prévenu, difficile de vous prendre durant ces quelques jours, mais j'ai quand même lu et j'ai écouté aussi un livre audio. Alors je n'ai pas terminé Karine Guébel, il me reste 2 histoires, donc
moins de 100 pages parce qu'elles sont vraiment courtes pour le coup. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des histoires qui sont quand même assez sombres, assez poignantes. Donc j'ai préféré mettre le livre de côté. En plus, c'est des histoires qui peuvent se lire indépendamment, donc ça c'est chouette. Parce qu'en fait, ça me minait un peu mon moral, je vous avoue. Donc ouais, j'ai préféré le mettre de côté et de me dire que j'y reviendrai par-ci par-là. De toute façon, il va être vite terminé, mais voilà, je voulais pas le continuer parce qu'en fait, je l'ai fait presque en one shot et au bout d'un moment, c'est pesant quand même. En revanche, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à écouter un livre audio et lecture aussi papier. C'est Delphine de Vigan d'après une histoire vraie, publiée là au livre de poche, mais j'ai aussi la version brochée chez JC Lattès. Me demandez pas pourquoi j'ai les deux, moi-même je sais pas. Une chose est sûre, c'est que lui, je ne le garderai pas parce qu'en plus, il n'est pas en très bon état. Tout ça pour vous dire que je suis... ouais, j'en suis là. Je l'ai bien commencé, on va dire. Il s'écoute aussi très bien. Dans ce livre-là, c'est une... Alors en fait, c'est une autofiction. C'est-à-dire que Delphine va raconter sa vie, mais en fait, il va y avoir une part de réalité, une part de fiction qui est assez dure à démêler. Ce livre se situe juste après Rien ne s'oppose à la nuit, qui avait été aussi une autobiographie, un peu une autofiction aussi parce que tout n'était pas véridique. Elle avait quand même un peu romancé son livre. Un livre qui reste quand même très personnel puisqu'elle y raconte la maladie de sa mère. Si je me trompe pas, elle était bipolaire. Chose qui à l'époque c'était pas vraiment, on n'arrivait pas encore à mettre un terme sur un mot en tout cas sur cette maladie et la traiter comme il se doit. Et donc elle a raconté un petit peu son enfance à elle, sa vie à travers sa famille, sa mère. C'est un livre que moi j'avais adoré, vraiment ça avait été un gros coup de cœur et je crois qu'encore à ce jour c'est un livre qui fait partie de mes préférés dans ma bibliothèque. Vraiment c'est un livre que je peux conseiller quasiment à tout bout de champ, j'ai envie de dire. Si par exemple on ne connaît pas l'auteur, je vais forcément proposer celui-ci en première lecture. Et d'ailleurs, un livre que j'ai lu cette année, si vous avez aimé Rien ne s'oppose à la nuit, peut-être que vous aimerez Fugitive parce que Reine de Violaine Huisman, si je dis pas de bêtises. Là pareil, c'est un écrit autobiographique dans lequel elle raconte, pareil, la maladie de sa mère. C'est totalement par contre différent de Rien ne s'oppose à la nuit, bien qu'on est obligé de penser à l'un ou à l'autre, ça dépend dans quel ordre vous les avez lus. Mais personnellement, c'est un livre que j'ai adoré cette année et qui fera sans doute partie de mes top lectures 2024 parce que vraiment, il m'est resté en tête pendant très longtemps. Tout ça pour vous dire que donc ce livre s'inscrit à la suite de Rien ne s'oppose à la nuit et on va retrouver donc Delphine, l'auteur, qui est un peu dépassée par tout cet engouement autour de ce livre, par tout ce succès. Elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Parfois même dans des interviews, elle dira qu'elle regrette d'avoir sorti ce livre ou d'avoir donné trop de détails intimistes de sa famille ou de son passé à elle, de son vécu. Et elle va avoir le syndrome de la page blanche et bien plus que ça, elle va tomber dans une espèce quand même de dépression. Elle va être totalement perdue, elle ne sait plus quoi écrire, elle se remet sans cesse en question, elle se cherche, elle est vraiment pas bien. Et un soir, elle va participer à une fête chez des amis, elle va rencontrer le personnage de Elle. Elle, c'est tout ce qu'on sait, c'est la lettre. On ne connaît pas son prénom, on sait que c'est une femme. Elles vont sympathiser, mais un peu trop vite. Et en fait, elle va devenir presque indispensable dans la vie de Delphine. En tout cas, elle va vraiment s'immiscer dans sa vie de façon très rapide. Elles vont devenir amies, voire presque meilleures amies, parce qu'elles vont se côtoyer quasiment tous les jours, s'appeler, s'envoyer des messages, se tenir aux nouvelles, aller boire un café. Bref, vraiment une amitié très très solide qui s'est fait hyper rapidement. Elle travaille aussi dans le milieu littéraire. C'est une auteure en fait qui écrit pour les autres, mais qui n'apparaît, qui apparaît en fait nulle part. Je sais qu'il y a un nom, mais je me rappelle pas. Il y avait le film The Ghostwriter, mais je sais plus comment on appelle ça, un écrivain fantôme ou un truc comme ça. Bref, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça c'est son métier en tout cas. Et en fait, elle est quand même très intrusive dans la vie de Delphine. Elle va la conseiller énormément sur ce livre qu'elle essaie d'écrire.
en lui disant qu'il ne faut absolument pas qu'elle parte dans de la fiction, que les lecteurs ils ne cherchent absolument pas à lire ça aujourd'hui parce que les scénaristes le font très bien, que nous les lecteurs on veut lire du vrai, du poignant, on veut presque lire que sa vie finalement parce que elle a eu un succès monstre avec Rien ne s'oppose à la nuit et que du coup on ne veut lire rien d'autre que ça en fait de la part de Delphine de Vigan. Et Delphine elle au contraire elle ne veut absolument pas réitérer l'expérience, elle se dit non 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 moi j'ai vraiment pas envie, ça m'a traumatisée, ça m'a mise dans des états pas possibles. En plus de ça elle reçoit des lettres anonymes mais qui viendraient de sa famille qui la menacent, qui l'insultent en lui disant qu'elle a pourri leur vie parce qu'ils portent le même nom que Delphine, qu'elle a pas tout raconté, pas la vérité, pas comme ça s'est passé, qu'elle a fait sa propre chronologie, enfin bref, elle se fait vraiment, et elle se fait des fois insulter sur Facebook, bref, mais elle sait pas de qui viennent ses écrits, apparemment c'est quelqu'un de sa famille, mais voilà, c'est pas signé, personne d'autre se manifeste ou autre, et donc ça forcément, ça joue énormément sur sa dépression et sur son moral. Et elle, c'est vrai qu'elle insiste énormément, il y a même parfois des petites choses qui sont étranges, vous voyez. Elle va dire par exemple qu'elles ont été au même lycée. Mais sur la photo de classe, elle n'apparaît pas parce que ce jour-là, elle était malade et Delphine ne se souvient absolument pas de elle. Mais elle lui dit que c'est normal parce que elles ne se sont pas côtoyées cette année-là. Il n'y a que des petites choses comme ça. Par exemple, elle va parler de 2 films que Delphine adore et Delphine est persuadée qu'elle n'en a jamais parlé à elle. Et pourtant, elle va le placer au détour d'une conversation en disant j'ai adoré ce film-là et ce film-là. Alors, je vous parle pas de Twilight et Harry Potter par exemple, hein, des films ultra connus. Là, c'est vraiment des films d'auteur que... Bon, personnellement, je connais pas, mais voilà, qui font pas tilt à tout le monde. En plus, c'est des anciens films. Et Delphine n'en sait pas vraiment plus sur sa vie. À chaque fois, elle lui promet qu'elle va lui raconter tel épisode, mais en fait, elle le fait jamais. Donc voilà, l'histoire tourne vraiment autour de cette relation, de cette amitié qui s'est développée entre Delphine et elle. Et on sent bien qu'elle n'est pas nette, j'ai envie de dire. Je sais pas trop où ça va nous mener. Bref, voilà. En tout cas, j'ai bien lu. Je pense que j'ai pas mis mon marque-page à jour parce que j'étais en train de l'écouter en audio, là, le temps de défaire les affaires et tout. Mais je suis bientôt à la moitié du livre et bien sûr, ben, j'adore, comme d'habitude. J'adore Delphine de Vigan, de toute façon. J'ai lu beaucoup de ses livres. Il m'en reste très peu, d'ailleurs, je crois, à découvrir. Et à chaque fois, j'adore. Et sinon, écoutez, eh bien pas plus. Là, je vais me préparer parce qu'on va au restaurant ce soir avec mon chéri. Donc, je ne sais pas déjà si j'aurai le temps de lire. D'écouter, oui, parce que là, il n'est pas là. Donc, je vais me le mettre dans les oreilles et je vais me préparer avec le livre en audio. Ça sera déjà très bien. Et en fait, il est très dur à lâcher, ce livre. On sent que c'est la gêne monte crescendo, clairement. Mais en tout cas, je vous en reparlerai très prochainement. Nous sommes mardi matin, faites pas attention à ma tête ou à ma tenue, je viens de rentrer du sport. J'ai pas encore pris ma douche, je l'avoue. Je préfère vous prendre pour vous parler du livre de Delphine de Vigan, donc d'après une histoire vraie, que j'ai terminé hier, je crois. Ouais, hier dans la matinée parce que je l'ai écouté, du coup j'ai écouté la fin en audio pour préparer, vous savez, ce qu'on appelle les meal prep pour m'avancer en fait dans la semaine, vu qu'on mange tous les deux à la maison midi et soir. Au moins c'est plus rapide, on va dire, on perd moins de temps à cuisiner chaque jour. C'est une bonne occasion aussi de pouvoir écouter un livre audio. Ouais, oh là là, c'est l'amour. Quel bon oh là là. Je pense que je vous reprendrai peut-être un peu plus tard pour vous parler du livre, hein, parce que là ça va être très compliqué. Bon, du coup je me suis mise dans le bureau, je pense que ça sera mieux. Donc pour vous parler de ce livre, je l'ai donc terminé. D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, il y a 2 grandes lignes, on va dire. Il y a d'abord la relation entre Delphine et elle, cette femme qu'elle va rencontrer lors d'une soirée chez ses amis et qui va s'immiscer de façon très rapide dans la vie intime de Delphine, qui va devenir une amie
même une meilleure amie, j'ai envie de dire. Elle est omniprésente, mais petit à petit, on a l'impression qu'elle veut la couper de ses amis, de sa famille, de son chéri, de beaucoup de choses. Et elle n'est pas d'accord sur la direction que veut prendre Delphine pour écrire son nouveau roman. Sachant que Delphine est en panne d'écriture. Depuis qu'elle a sorti Rien ne s'oppose à la nuit, elle est atteinte de crise d'angoisse, de dépression. Elle ne peut plus tenir un stylo, ne serait-ce que pour écrire une carte postale. C'est impossible pour elle de le faire. Voilà, elle est vraiment terrorisée à l'idée d'écrire quelque chose, de se mettre face à son ordinateur, d'ouvrir un fichier Word. Enfin voilà, elle ne peut pas, elle est dans l'incapacité. Et en plus de ça, elle n'a plus d'idée. Elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi écrire. Elle se pose la question, est-ce que finalement c'était son dernier livre ou pas? Et une chose est sûre, c'est qu'elle ne veut pas réécrire quelque chose de personnel. Elle l'a assez mal vécu. Alors ça, je vous raconte ce qu'il y a dans le livre. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et Delphine, en fait, va être vraiment intriguée par elle. Elle va être fascinée par cette femme qui, comme je vous l'ai dit, alors elle est nègre, c'est le nom que je cherchais la dernière fois pour vous expliquer son métier. Donc en fait, ça consiste à écrire des livres pour des autres. Il semblerait qu'en fait, elle connaît beaucoup trop bien Delphine. Elle ne se cache pas de dire qu'elle a lu toute sa bibliographie, qu'elle a regardé énormément d'interviews et compagnie, mais ça en est même un peu, ça tourne un peu presque à l'obsession. Et il y a aussi le fait que elle ne rencontre jamais l'entourage de Delphine. Elle n'a jamais rencontré son compagnon à Delphine. Elle n'a jamais rencontré ses enfants, ses amis. Et Delphine de même, elle ne va jamais rencontrer le cercle proche de elle. Ce qui intrigue quand même Delphine, mais elle passe outre. Et en fait, on a tout son raisonnement dans ce livre à Delphine. Elle va essayer de retracer la chronologie dès leur rencontre jusqu'au point final, on va dire, pour pas spoiler quoi que ce soit. Et là, en fait, en l'écrivant, on sent qu'elle prend du recul et qu'elle dit « Ok, à ce moment-là, j'aurais dû me dire ça va pas du tout. » Mais en fait, elle va prendre ça comme une frasque du comportement de elle. Donc, vous l'aurez compris, elles vont être très très proches et il va y avoir un sujet quand même qui va mener à beaucoup de débats. C'est concernant en fait le livre que doit écrire Delphine. Delphine veut partir sur de la fiction. Elle ne veut plus donc écrire d'histoires vraies. Et elle n'est absolument pas d'accord. Elle pense que Delphine devrait écrire encore quelque chose de très personnel. Et donc là, l'auteur mène vraiment une réflexion sur ce sujet-là, fiction ou réalité. Elle se demande pourquoi les lecteurs sont autant fascinés par les histoires vraies, que ce soit dans les films ou dans les livres. Il y a énormément de mentions aujourd'hui inspirées de faits réels, d'après une histoire vraie, comme si en fait les auteurs ou les réalisateurs de films, les scénaristes, n'étaient plus capables d'écrire de la fiction, ou ils pensent en fait que les lecteurs ne sont plus intéressés par ça, ne peuvent plus être intéressés par ça, comme si ils allaient avoir du mal à y croire, du mal à s'attacher aux personnages, à ressentir des émotions, alors qu'en fait, comme nous dit l'auteur, même une histoire vraie est romancée. Parce qu'on dit que c'est d'après une histoire vraie. Donc il y a forcément un moment où on va enjoliver les choses. Donc c'est pour ça qu'elle se joue un peu de nous avec ce titre, parce que quand on prend ce livre, on se dit ok, c'est l'auteur qui parle à la première personne, c'est Delphine, elle a gardé son nom de l'éditrice aussi, de son éditrice. Donc on se dit, oh, d'après une histoire vraie, elle va nous raconter son histoire vraie. Et puis elle met en fait des éléments de sa vie dans ce livre et de sa réflexion aussi qui en découle, parce que lors de multiples interviews ou d'interventions dans des écoles, beaucoup de personnes lui ont demandé est-ce que dans votre livre tout est vrai, de Rien ne s'oppose à la nuit? Et elle, forcément, elle a envie de répondre non, non, tout n'est pas vrai, c'est pas possible en fait, parce que dès que quelqu'un s'approprie une histoire vraie pour la raconter, ça devient un peu sa fiction à elle, vous voyez? Je sais pas si je suis claire, parce que en fait c'est une réflexion qui est super intéressante, mais j'ai l'impression que j'ai du mal à la verbaliser, j'ai du mal à vous l'expliquer. Elle montre sa réflexion à merveille dans ce livre, parce que on s'attend à lire quelque chose de vrai sans doute, et elle nous montre que chaque histoire vraie est teintée de fiction. C'est super intéressant. Et puis il y a ce personnage de elle qui est très intrigante, la tension monte crescendo.
Alors même si on voit venir un petit peu la fin, même si c'est quand même un peu du déjà vu, on va pas se mentir, ça reste quand même un super bon livre. Ça sera peut-être pas mon préféré, j'avoue, mais ça a été quand même une très très bonne lecture. Bon, j'espère que je vous ai quand même donné envie de le lire si vous ne l'avez toujours pas lu, parce que j'ai l'impression d'avoir été très brouillon dans mes explications. Mais je vous jure qu'en fait, peut-être que c'est moi qui suis trop compliquée dans mes explications, qui va aller trop loin. Mais j'ai du mal en fait à dire ce que j'ai envie de dire. Donc bon, j'espère que le peu que je vous aurais dit vous suffira en tout cas à vous convaincre de le lire. Sinon, je vous avoue que je n'ai pas commencé d'autres livres. J'ai toujours pas fini d'ailleurs, qui est Karine Liebel. Je suis à fond dans mes révisions. Je vais pas vous mentir, là c'est le 20, donc la rentrée va bientôt arriver plus vite que prévu. Mais donc ouais, je charbonne un peu au détriment de la lecture. Et en fait, je travaille tellement la journée que le soir, j'ai du mal à lire. Mon cerveau, vous savez, cognitivement, il regarde la page, il regarde les mots, mais il n'y a rien qui se passe. J'ai envie juste de décrocher. Je vais essayer de trouver encore un livre audio et au moins ça me permet de lire quand je fais autre chose. Bref, sur ce, je vous laisse et j'espère vous reprendre bientôt. Ça voudra dire que j'ai commencé un nouveau livre. Il est 17h, je suis en train de prendre mon petit goûter, qui n'est rien d'autre qu'un smoothie aux fruits rouges, et je voulais vous parler d'un livre que j'ai commencé hier matin et que j'ai terminé ce matin. Je pensais pas le lire aussi vite, j'ai même pas eu le temps de vous présenter la lecture, mais en fait c'est vrai que par sa mise en page et l'histoire qui est quand même relativement courte, bah, il se lit super vite. Et j'avoue qu'il est quand même super prenant aussi. Je vais aussi enlever mes lunettes parce que ça vous fait un sacré reflet, c'est pas super chouette. Donc il s'agit de La vraie vie d'Adeline Dieudonné, publié aux éditions L'Iconoclaste, que j'ai acheté récemment, vous l'avez vu dans un book haul. Je vous avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre en le lisant parce que je n'avais pas lu le résumé, ou très peu. Ouais, je pense que j'avais lu le premier paragraphe, enfin bref, pas en entier, et je n'ai pas relu le résumé en le prenant dans ma bibliothèque. Dans ce livre, nous allons suivre du coup une famille et le personnage principal, celui en tout cas qui raconte l'histoire, c'est le personnage de la fille qui a 10 ans. Je crois que je ne connais pas son nom ou alors je ne l'ai pas encodé parce qu'en fait elle parle à la première personne. Elle a un petit frère, Gilles, qui est donc un peu plus jeune qu'elle et ils ont vraiment encore cet esprit d'enfance. Un petit peu cette naïveté, cette joie de vivre, voilà, ils s'entendent en plus très très bien, ils sont tout le temps fourrés ensemble et tout. Cet enfant-là, parce que ça reste un enfant à 10 ans, essaye quand même de protéger son petit frère de leur père. Ils ont des parents à l'opposé extrême, on se demande de même, et elle se demande de même comment en fait ils ont pu se marier, est-ce qu'ils ont une once d'amour l'un pour l'autre. Une mère très effacée, très discrète. D'ailleurs, elle la qualifie d'amibe. Elle s'occupe de ses boucs, de ses animaux à l'extérieur. Ça, par contre, elle dévouerait sa vie entière pour eux. Et un père qui est très violent, qui adore la chasse. Il est parti déjà aux 4 coins du monde pour chasser les plus beaux animaux, même interdits, et pour exposer ensuite dans une pièce spéciale de la maison qui est appelée chambre des cadavres, en tout cas par les enfants, ses plus beaux trophées, dont des défenses d'éléphants, des choses comme ça. Et son père, bien sûr, n'hésite pas à lever la main sur sa mère pour X ou Y raison, parce qu'il peut être en fait tout simplement mal luné ou parce qu'il n'a pas chassé de longtemps et en fait ça lui manque, et il va trouver en fait vraiment toutes les raisons possibles et inimaginables pour en fait se défouler. Et même si les enfants n'assistent pas à ça, parce que très souvent ils vont dans leur chambre ou autre, ils entendent les cris, ils savent que elle, en tout cas, elle sait que c'est pas normal, quoi, qu'il fait mal à sa mère. De toute façon, après, elle voit les bleus ou les plaies sur son visage. Mais elle va vraiment essayer de protéger son petit frère en inventant des jeux, des histoires et compagnie. Très souvent, le soir, ils ont l'habitude aussi d'aller acheter des glaces à une camionnette, vous savez, un glacier ambulant. Donc ils demandent de l'argent à leur père et ils vont s'acheter des glaces. Sauf qu'un soir, ça ne va pas se passer comme prévu parce que il va y avoir un terrible accident. Les 2 enfants vont y assister et vont être clairement traumatisés. Donc il n'y avait pas les parents à ce moment-là. Et les parents, si vous voulez, ils ont passé très vite l'éponge sur cet événement. En fait, ils n'en ont jamais parlé avec leurs enfants. Et pourtant, ça avait de quoi être très traumatisant, très perturbant pour eux.
et Gilles ne va jamais s'en remettre. À partir de ce jour, il va totalement changer. D'ailleurs, elle le dit dans son récit, il va être bouffé par ce qu'elle appelle de la vermine et elle va le voir pas dépérir, mais plutôt passer du côté obscur, j'ai envie de dire, et ressembler de plus en plus à son père. Elle s'en veut énormément parce qu'elle se sent responsable de cet accident et elle va tout faire en fait pour essayer de remonter le temps. C'est très naïf en fait, hein. Ça fait presque sourire au début parce qu'on se dit non, désolé, mais en fait on ne peut pas remonter le temps. Mais elle a 10 ans, elle a vu Retour vers le futur, elle y croit. Elle veut se procurer une voiture avec le liquide qui met à l'intérieur, je me rappelle plus le nom. En fait, elle va tout faire pour y arriver jusqu'à ce qu'un jour, elle se rende compte que c'est pas possible. Elle va pas lâcher l'affaire parce qu'on va lui parler de Marie Curie. Et elle va vouloir en fait devenir cette Marie Curie qui arrivera à remonter dans le temps. Donc elle va vraiment charbonner à l'école et elle va avoir des capacités intellectuelles hors normes en sciences qui vont lui faire sauter des classes, prendre des cours même particuliers avec un sacré professeur de pointure, j'ai envie de dire. Tout ça pour revoir en fait le sourire de Gilles. Gilles qui s'est totalement enterré dans son silence, qui ne sourit plus, il ne se parle plus. Ou alors quand il se parle, c'est pour s'envoyer des petites méchancetés à la figure. C'est plus qu'un fossé en fait qui les sépare. Et elle voit que son frère est disposé à être aussi violent, notamment vers les animaux. C'est un récit du coup qui est quand même assez touchant et bouleversant par la thématique de la violence domestique et pas que conjugale. Je trouve que c'est très bien décrit et il y a cette tension et cette oppression qui est constante parce qu'on ne sait pas en fait à quel moment son père va dégoupiller. Pour quelles raisons, sachant que des fois elle prend un peu des risques inutiles et donc on serre les fesses clairement pour elle. Et il est aussi touchant parce qu'en fait il met en évidence le passage d'une enfant à l'adolescence. C'est un récit qui se base sur 5 ans. Donc on la voit grandir, même des fois un peu trop vite finalement. Et on voit du coup qu'elle va découvrir de nouvelles choses, des choses d'adolescente, des émotions, des sentiments. Et en fait elle va essayer également de s'affirmer face à son père. Elle ne veut pas être comme lui, elle ne veut pas vivre la vie de sa mère surtout. Elle ne veut pas devenir une Habib, alors ça, hors de question. Et surtout, elle fait tout pour son frère, pour retourner dans le passé, pour qu'il redevienne ce petit garçon plein de joie. C'est un récit du coup qui est court, hein. Il fait à peu près 265 pages, ça va très vite, mais je vous promets qu'en fait, quand on commence à le lire, on n'a vraiment pas envie de s'arrêter, quoi. On a envie de savoir jusqu'où ça va aller, comment ça va se terminer. Est-ce qu'elle va finalement arriver à retourner dans le passé? Comment elle va vivre aussi son adolescence, son corps qui change, le regard des garçons, le regard de son père. Elle se sent très observée, avec toujours en fond la chasse et cette chambre en fait de trophées. Donc vraiment une bonne lecture. Par contre, je vous dirais pas que c'est un waouh, que c'est une très bonne lecture. Il vaut la peine d'être lu pour ne serait-ce que la thématique des violences conjugales et domestiques. Ça sensibilise toujours, c'est toujours bien d'en parler. Mais après, je pense que voilà, c'est peut-être pas un livre qui restera éternellement dans ma bibliothèque. Peut-être que j'ai pas compris, totalement compris le message que voulait faire passer l'auteur. Peut-être que je suis passée à moitié à côté ou carrément à côté. Ça va être un livre sur lequel je vais vous dire que oui, j'ai passé une bonne lecture, mais sans plus. Ça ne veut pas dire que je ne lirai pas les autres, si l'occasion se présente. Hein. À part cette lecture, sinon pas plus. Je pense que vous êtes habitués maintenant, que vous connaissez la chanson. Je n'ai pas commencé de nouvelles lectures. Il y a des livres qui me font envie, mais ils sont trop gros. Et j'ai pas envie d'y passer 100 ans dessus. Donc voilà, je les ai choisis soit parce qu'ils sont courts, soit parce que, vous voyez, la mise en page, elle est quand même pépite. C'est pour ça qu'on le lit très vite. Et sur ce, je vais terminer mon smoothie et je vais aller promener aussi Kaito. Étant donné que là, il fait moins chaud, c'est quand même beaucoup plus agréable de pouvoir le promener là en fin d'après-midi. Et pas comme avant d'attendre 20h, 21h. Et je vous reprends de toute façon d'ici la fin du week-end. Nous sommes vendredi en fin d'après-midi. Je vous prends non pas parce que j'ai trouvé ma nouvelle lecture, mais justement en essayant de parcourir ma pile à lire, je me suis rendu compte qu'il y avait des livres que je ne voulais absolument plus dans ma palle parce qu'en fait je sais que je ne les lirai jamais. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils y sont et si je les ai
pas déjà sortis, c'est que pour moi ils ont un peu raté leur chance. Pour ceux qui me suivent depuis les tout premiers vlogs, vous savez que j'ai habité à Montpellier près d'un Gilbert Joseph. Et forcément, je passais très souvent, très régulièrement. Et vu que j'achète d'occasion, c'est moins cher. Donc vu que c'est moins cher, j'ai acheté un petit peu plus que prévu, que nécessaire même, j'ai envie de dire. Et parfois, c'était des achats beaucoup trop impulsifs et absolument pas réfléchis. Et aujourd'hui, je me rends compte que peut-être que sur le moment, ces livres m'ont donné envie, ou j'ai été très influencée par les réseaux sociaux. Mais depuis leur achat, ils ont pris la poussière. Donc en fait, je me dis que c'est pas bon signe. Il faut que je les mette en boîte à livres sur Vinted. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, je veux m'en débarrasser pour faire de la place, réduire ma pile à lire. Elle en a grandement besoin. Et si un jour l'envie me prend de vouloir les relire, eh bien je les rachèterai d'occasion. Vous allez voir qu'en plus, ce sont des titres qui sont très connus, des auteurs qui sont très populaires, donc pour sûr je ne manquerai pas de les trouver. Je commence donc ce Unhaul Book, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec le livre de Maria Rosaria Valentini, Magnifica, que j'ai aux éditions J'ai lu. Alors lui, pour le coup, il fait partie de ces livres, je ne sais pas comment il est arrivé dans ma pile à lire. Je ne me vois pas l'acheter, le prendre dans une pile à lire, pas dans une pile à lire, dans une boîte à livres. Franchement, je sais plus comment il s'est retrouvé là. J'ai relu donc le résumé avant de me dire que j'allais m'en séparer et franchement, ça ne m'a pas donné plus envie que ça. On est dans les années 1950 en Italie. On va suivre Ada Maria, qui est une fille qui est née d'un couple sans amour. Sa mère va mourir prématurément et donc elle va devoir s'occuper de son petit frère et ne pas prêter garde à sa belle-mère qui est apparemment assez méchante envers elle. Et les années vont passer, elle va rencontrer un jeune homme qui est allemand et de là va naître Magnifica, leur fille. Je crois que c'est tout. Ça m'a pas vraiment hypée, on va dire. Et si moi-même j'ai acheté ce livre, je sais pas dans quel mood j'étais, vraiment. Ensuite, nous avons un écrivain français très connu, très connu. J'avais en tout 4 livres de lui, j'en ai lu 2, il m'en reste 2 que je ne lirai pas, en tout cas pas maintenant, ni dans les mois à venir. Il s'agit de Michel Bussy, donc j'ai Un avion sans aile et Gravé dans le sable, tous deux aux éditions Pocket. Donc de lui j'ai lu Nymphéa Noir que je garde et que j'ai adoré. Ça a été le premier roman de cet auteur que j'ai lu je crois il y a 2 ans. C'était vraiment au moment où je commençais les vlogs d'ailleurs. Et j'ai lu Maman a tort. Mais je me rappelle absolument pas de l'histoire. Donc je pense justement que ce week-end je vais le retirer aussi de ma bibliothèque. Ça sert à rien que je garde un livre que de une j'ai pas envie de relire et que de deux je ne me rappelle de rien. Donc j'avais commencé par Nymphéa Noir parce que justement j'en avais entendu énormément de bien et pour le coup c'est vrai ça avait été pas un coup de cœur mais une très bonne lecture pour sûr et là je me rappelle énormément. Même du twist final et tout, et franchement j'étais sur le cul quoi à la fin. Donc lui je le garde sans souci. Mais voilà, je vais me séparer de cela parce que c'est le genre d'auteur que je n'ai pas... C'est pas l'auteur en fait, c'est l'histoire. Je n'ai pas forcément envie de lire ça actuellement. J'ai l'impression que dans ces romans, il y a beaucoup une double temporalité. Là par exemple, il y en a une, là il y en a une. Et dans les 2 autres, il y en a une également. J'ai l'impression que ça va être un peu redondant, vous savez, c'est un peu comme le Guillaume Musso que je ne peux plus lire aujourd'hui parce que j'ai passé mon adolescence à lire du Guillaume Musso, du Mary Higgins Clark, du Harlan Coben, et tout ça en fait je ne peux plus aujourd'hui parce que ce n'est absolument plus ce que je recherche dans mes lectures de policiers ou de thrillers. D'ailleurs Michel Bussy je le compare à chaque fois à Harlan Coben parce que je trouve qu'ils ont cette même façon d'écrire avec ces 2 temporalités en tout cas. Donc je me sépare de ces 2 livres, écoutez, ils feront plaisir à quelqu'un d'autre. Ensuite j'ai le livre de Paula Hawkins, Au fond de l'eau. Pareil, alors je n'ai jamais lu cet auteur en revanche, j'ai vu le film La fille du train que j'avais adoré, je m'étais dit ah je lirai le livre mais en fait je me le suis jamais procuré. J'avais trouvé celui-ci en revanche d'occasion et lui je me rappelle c'était chez Gilbert Joseph, vous savez dans les bacs à l'entrée à 2-3 €. En plus il était quand même en très bon état. Mais là c'est pareil, ça fait, ça doit faire 2 ans, 3 ans, je l'avais avant de commencer même mes vlogs donc ça fait très longtemps
que je l'ai et en fait ma mère l'a lu récemment, elle m'a dit ah ouais il est bien et tout, tu peux le lire et en fait j'arrive pas à le sortir, je sais pas pourquoi. À chaque fois je le vois, j'ai même pas une once d'envie d'y aller quoi. Et enfin, 2 derniers livres d'une même auteure, N'attrapez pas ma veste, s'il vous plaît, N'attrapez pas ma veste, parce que c'est une auteure qui est populaire, qui est très en vogue, elle est française. Vous allez me tuer. Il s'agit d'Aurélie Valloniès. J'ai Mémé dans les orties et j'ai Au petit bonheur la chance. 2 livres que j'avais achetés parce que j'avais lu Né sous une bonne étoile, que j'avais apprécié, que je garde parce que je l'avais vraiment aimé pour le coup. Mais je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les sortir de ma palle, tout simplement. Je sais qu'elle est énormément appréciée sur les réseaux et compagnie. Là, elle a sorti, je crois, en plus L'Envol ou un autre livre, mais je crois que j'ai vu énormément passer L'Envol sur Instagram. Ils me font pas plus envie que ça en fait. Pareil, je les avais achetés comme pour Michel Bussy pour continuer la collection parce que j'avais lu un livre et que ça coûtait pas cher chez Gilbert Joseph à coût de 2 €, donc forcément j'achetais tout ce que je trouvais. Mais ils sont dans ma bibliothèque depuis bien trop longtemps, donc pour moi ça veut tout dire. C'est qu'ils n'ont plus leur place, clairement, et que je vais devoir les donner, voilà, faire plaisir à d'autres personnes. Après, je vais vous dire, c'est un peu leur moment aussi de la dernière chance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous devez en garder qu'un, si je dois en garder qu'un, lequel ce serait. Si vraiment il y en a un pépite, dites-moi le quand même, je veux pas passer à côté. Et à ce moment-là, je le remettrai gentiment dans ma pile à lire. Mais voilà, pour le moment, là, c'est... en tout cas, moi, je ne leur laisse plus de chance. À vous de voir si vous voulez leur donner une dernière chance. Donc, du fait d'avoir trié ma bibliothèque, ma palle, je n'ai pas choisi encore ma lecture. Je vous avoue que mon cœur balance entre deux. Mais en fait, je change tellement d'avis en ce moment que je ne vais même pas vous dire les titres parce qu'autant ça en sera un troisième, quoi. Vraiment, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Ça m'arrive hein, d'avoir du mal à choisir mes lectures. Mais alors, comme ça, là, oh, pas du tout. C'est incroyable. On va mettre ça sur la chaleur, même s'il fait plus très chaud. J'espère quand même vous reprendre avant ce week-end et vous annoncer que j'ai commencé une nouvelle lecture. Ce serait plutôt sympa. Sinon, le vlog perd de son intérêt. Nous sommes dimanche matin, comme vous voyez, je sors de la douche. Je vous prends pour clôturer ce vlog afin de pouvoir le monter et vous le poster en temps et en heure ce soir sur YouTube. Mais avant ça, je voulais quand même vous présenter la lecture que j'ai enfin choisie. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Vous allez voir que je suis donc la personne la plus contradictoire de cette planète parce que je crois que c'est dans ce vlog même, je vous ai dit que les livres qui me faisaient envie, c'était des briques et que je ne voulais surtout pas en lire. Eh bien, j'en ai choisi une. Voilà la brique quand même. Elle fait environ 800 pages. Il s'agit donc de Sandrone Dazieri, Tutura, Le Père aux éditions Pocket. C'est le premier livre d'une trilogie. Et vous savez quoi ? Je les ai déjà tous. Je les avais trouvés en fait vendus par 3, donc j'avais acheté les 3 d'occasion. C'est du thriller. J'ai commencé, j'en suis à la page 126, donc autant vous dire, j'ai à peine commencé quand on voit la grosseur du livre. Et je vais vous lire le résumé. Non loin de Rome, un homme affolé tente d'arrêter les voitures. Son fils de 8 ans a disparu et le corps de sa femme J, décapité, au fond d'une clairière. Le commissaire Colomba Caselli ne croit pas au drame familial et fait appel à un expert non conventionnel, Dante Torre. Aussi ironique que paranoïaque, il n'est pas un spécialiste en disparition d'enfants pour rien. Kidnappé à l'âge de 6 ans, il a grandi enfermé dans un silo à grains avant de parvenir à s'échapper. Pendant des années, son seul contact avec l'extérieur a été son mystérieux geôlier, qu'il appelle le Père. Et Dante est sûr, aujourd'hui, le Père est de retour. Donc j'en suis actuellement à ce moment même. Sur la scène de crime, il y a un indice qui est laissé, un objet en tout cas qui est laissé. Et quand Dante s'en aperçoit et le voit, ça lui fait tilt direct. Il sait que le Père est de retour. C'est obligé en fait qu'il y ait un lien avec lui parce que même si il a réussi à s'échapper de cette
grande ferme dans laquelle il a été enfermé. Alors lui, c'était dans un silo à grains. Pour lui, la police n'a jamais arrêté le père, donc son ravisseur, parce qu'en fait, la police a accusé l'homme qui vivait sur les terres, qui s'occupait des terres, c'était un paysan. Sauf que celui-ci s'est donné la mort avant que la police vienne pour l'arrêter. Dante l'a toujours considéré comme le bouc émissaire, et quand il a vu son corps, il s'est dit non mais en fait il ne ressemble pas à ça le père, ce n'est pas lui, physiquement il n'y a rien qui correspond, il s'est échappé mais la police n'a jamais pris en compte son récit, son témoignage. Ils ont mis ça sur le fait, pas de la folie, mais le fait voilà, qu'il est resté quand même pendant 6 ans, bien 6 ans je crois enfermé, non, pendant plusieurs années pour sûr. Donc voilà, que ça lui est peut-être un petit peu monté à la tête ou autre. Et aujourd'hui, je pense que Dante va tout faire pour prouver que la police s'est bel et bien trompée et donc essayer de retrouver l'enfant disparu. Je pense qu'il va encore se passer tout plein de choses dans cette histoire étant donné la grosseur du livre. Mais pour le moment, ça part assez bien. Je vous avoue que j'ai peut-être un peu de mal avec Colomba Caselli parce que, comme en fait tout flic, je trouve dans les thrillers, ils font des passés torturés quoi. Et ça c'est un truc, ça commence un peu à m'agacer. Pourquoi à chaque fois on rend les commissaires ou les policiers ou les gendarmes avec un passé super lourd, hyper tourmenté. C'est un peu relou. Donc pour le moment j'ai un peu de mal avec elle, j'avoue. Mais j'espère qu'au fur et à mesure de l'histoire ça va aller mieux et je la comprendrai sans doute aussi un peu mieux. Mais tout ça je vous en parlerai dans le prochain vlog, donc il sortira dans 15 jours. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures au mois d'août. N'hésitez pas à me dire votre meilleure lecture d'ailleurs de ce mois-ci. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous lire. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain vlog.